Les travaux de réhabilitation de la route Nouveau Port de la capitale économique se poursuivent. En effet, lancés depuis le 31 mai 2019, ces travaux connaissent une certaine avancée malgré les difficultés que rencontrent les entreprises adjudicataires. Pour ce qui est de l'entreprise Marina Group, la pose des caniveaux est déjà visible. Déjà, le premier tronçon des caniveaux, la pose de caniveaux du côté droit de la sortie. On est déjà à la fin des caniveaux, on est en train seulement de coller les joints. Et puis on va basculer du côté droit. Et puis on va commencer des décapages de bitume, puis on va faire la pose des pavés. Les lignes qui passent, la fibre optique, les câbles de courant, c'est qui nous empêche un peu d'aller un peu plus vite. Mais sinon, on fait comme il se doit. À cette allure, il va sans dire qu'au plus tard, fin décembre 2019, cette voie sera prête pour toute utilisation. La Société de transformation agricole et de développement rural Sotrader vient de mettre en place, en collaboration avec la mairie de Libreville au quartier, lui dans le premier arrondissement de Libreville, un premier point de vente dédié spécialement aux produits issus de la gabonaise de réalisation agricole et des initiatives des nationaux engagés. Très heureux d'être ici à cette première inauguration du premier point de vente de Sotrader, où les produits de coopératives de l'intérieur du pays, produits par les femmes et les hommes agriculteurs du Gabon, sont amenés ici et distribués par Sotrader. On arrive enfin maintenant à la phase de pouvoir distribuer les produits. C'est une étape très importante. Sotrader fait un très bon travail à l'ombre de son groupe OPG, Olam Palm Gabon, auquel il fait partie. Nous, la Banque africaine, nous accompagnons l'État gabonais dans la transformation agricole. Les engagements sont très forts, ils sont très bien. Il faut accompagner avec des moyens financiers, des moyens de connaissance aussi. Mais ensuite, il faut que ces ressources aillent aussi aux vrais planteurs. À travers le programme GRAIN, on va intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la plantation jusqu'à l'assiette. Et là, c'est l'étape pratiquement finale qui permet aux Gabonais de venir accéder aux produits dans un espace sécurisé, qui lui permet d'avoir un produit de qualité traçable et qui associe l'ensemble des partenaires de la Sotrader et du programme GRAIN. Là, ici, nous sommes associés à la municipalité de Libreville, donc c'est la perspective de ce qui va se faire sur l'ensemble de l'espace urbain et sur l'ensemble du territoire. Ça va changer beaucoup de choses. Déjà, vous voyez, c'est plus comme avant. Déjà, la propreté, elle est là. Beaucoup de prix vont changer parce qu'on sera maintenant sponsorisé par GRAIN. Il s'agit également pour les autorités municipales à travers l'ouverture de ce premier point de vente et d'autres dans un proche avenir dans plusieurs quartiers de Libreville de lutter contre l'occupation anarchique des espaces publics par les commerçants en les offrant des espaces commerciaux adéquats. Le projet devrait s'étendre également à l'intérieur du pays et permettre la création de plusieurs emplois dans la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Les patrons des organes de presse réunis au sein de l'organisation patronale des médias OPAM appellent à réformer la haute autorité de la communication à qu'ils jugent mortifère pour les entreprises de presse au motif de ne parler que le langage de suspension. C'est donc dans un communiqué du vendredi 23 août 2019 que l'OPAM s'est insurgé contre la haute autorité de la communication. Il faut dire qu'après la suspension d'une trentaine de médias en ligne le mois dernier, et auparavant des journaux Écho du Nord, La Loupe, Moutouki et l'Aube, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'OPAM est la suspension le jeudi 22 août 2019 du journal en ligne Gabon Review et du correspondant local de Radio France Internationale RFI, Yves-Laurent Gomin. Pour les patrons des médias, depuis sa création en 2018, la HAC s'est illustrée dans les suspensions des médias pour les durées allant d'1 à 6 mois. Ceci alors que la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de communication en République gabonaise prévoit d'autres mesures en cas de faute professionnelle telles que le droit de réponse, celui de la rectification ou le retrait de l'article pour le cas des médias en ligne. Une sévérité qui alourdit le chiffre d'affaires mensuel des entreprises éditrices, distributrices et des imprimeries, estime-t-il. Le communiqué de l'OPAM met en garde le président de la HAC et les conseillers contre une situation économique et sociale néfaste, aussi bien locale qu'internationale, pour ce qui est du climat des affaires.
Les patrons des médias interpellent par ailleurs les élus nationaux sur les risques liés à la violation de la liberté de la presse, non sans exiger la réforme aussi bien de la HAC que du code de la communication, aujourd'hui manipulé, pense-t-il, pour des règlements de compte. La police camerounaise a franchi un nouveau cap dans la protection du territoire. En s'arrimant aux technologies de l'information et de la communication, les services de sécurité du pays bénéficient désormais d'un centre de commandement de vidéosurveillance. L'infrastructure, selon les forces de défense et de sécurité, vise à sécuriser le territoire, lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le dénouement de situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce centre est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance. Le système de vidéosurveillance installé à Yaoundé, d'une capacité actuelle de 2000 caméras, est doté de générateurs électriques, soit une autonomie garantie pour assurer le service en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un élément qui marque une volonté justement de la police camerounaise à son environnement belligène. Sûrement, il vient en réponse à une limite en termes d'information pour justement aider ces éléments de la police à être davantage dans une logique d'anticipation. À terme, les autorités s'attendent à avoir 7000 caméras de vidéosurveillance pour la couverture des 10 régions du pays et la mise en place d'un système de gestion d'appels d'urgence. Au Burkina Faso, l'opposition politique souhaite une sortie de crise inclusive après l'attaque terroriste perpétrée contre le détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019. Dans un communiqué, elle appelle le gouvernement à envisager des solutions autres que militaires et qui mobiliseront toutes les compétences techniques face à l'insécurité. L'opposition politique burkinabé invite instamment le président du Faso à faire appel à toutes les compétences techniques à même de contribuer à mettre fin à ces attaques barbares. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la solution à cette crise n'est pas que militaire. Il est donc temps d'envisager des solutions ad hoc. Un appel largement commenté par la presse burkinabé et qui pourrait, selon elle, révéler bien plus qu'une main tendue. Pour Albert Nagreogo, éditorialiste au journal Libre Info, cette démarche de l'opposition n'est plus ni moins une invite à la formation d'un gouvernement d'union. C'est des calculs politiciens. Parce que tout simplement, soit l'opposition est en train de se rassurer qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident qu'on puisse tenir une élection en 2020. Donc il faut faire la part des choses tout de suite pour que chacun y rentre. Et même si on rentre maintenant, si on veut, on peut repousser ensemble la date des élections, ce qui peut être un autre agenda caché. Rappelons que l'attaque de Koutougou a fait 24 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage aux soldats tombés que le pays observe depuis ce vendredi, un deuil national de 72 heures. En Égypte, le palais du baron fait peau neuve. Ce monument historique qui date de plus de 100 ans est en cours de restauration. Objectif qu'il retrouve sa gloire historique du XXe siècle. Même si à travers les réseaux sociaux, les citoyens égyptiens dénoncent ces rénovations, selon eux non conformes à l'esprit originel du bâtiment, le gouvernement entend continuer ses travaux. Son ambition est de redonner au quartier du Nouveau Caire son dynamisme touristique. Nous avons maintenant achevé environ 90% des travaux de rénovation. Nous sommes sur le point de finir. Si nous le voulons, nous pouvons même ouvrir ce palais aux visiteurs. Nous avons progressé malgré les réactions dans les réseaux sociaux et selon les documents historiques, les rénovations sont spécifiques au palais du baron. C'est Édouard Rampin, un aristocrate belge qui avait érigé ce projet architectural, s'inspirant des bâtisses hindoues et cambodgiennes dans le quartier riche du Caire d'Héliopolis. La communauté civile, le gouvernement et les comités exécutifs, nous tous, nous nous sommes réunis, des réunions qui ont été franches et constructives. Pourquoi ces réunions? Parce que je sais ce que le palais du baron représente pour les habitants de Misr El Jedida.
Donc cette rénovation est nécessaire pour ses résidents, mais également pour le pays. Le palais du Baron fut construit entre 1907 et 1911. 100 000 livres égyptiens, soit 6 millions de dollars, ont été nécessaires pour sa rénovation.